C'est quoi l'ANSER? L'ANSER, c'est comme vous venez de le dire, hein, l'Agence nationale pour l'électrification et services énergétiques dans les milieux ruraux et périurbains. Donc une agence dont la mission est la promotion et le financement de l'électrification rurale. Là, par exemple, je vous annonce effectivement que dans les 3 semaines qui arrivent, nous recevons évidemment dans le Grand Kasaï un partenaire technique et financier avec lequel on a travaillé pendant plusieurs jours. Ils viennent avec une nouvelle technologie en hydroélectricité, c'est des microcentrales hydroélectriques. En même temps, je vous annonce aussi qu'ici en Mbuji-Mayi, déjà le mois prochain, il y aura l'implémentation d'une grande centrale solaire de 35 MW. Vous voyez que ça va de manière parallèle. En même temps, je vous annonce que c'est d'ailleurs une des raisons de ma venue ici en Mbuji-Mayi pour rencontrer la gouverneure, parce qu'on a déjà on a identifié des sites à Kabiakamwanga sur la Loubi pour commencer des études pour une microcentrale hydroélectrique, et puis il y aura une centrale solaire à Kenakuna. Si je dois faire une proposition, c'est de dire que s'il faut faire un soutirage qui coûte 400 millions ou implémenter plusieurs centrales avec 400 millions. Moi, je pense que la priorité pour moi serait d'implémenter plusieurs centrales décentralisées, hein, que faire du soutirage la priorité. Bonjour, c'est depuis 2020 que par ordonnance présidentielle, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu opérationnelle l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain. Cette structure qui a des missions et des objectifs et qui se déploie à travers toute la République démocratique du Congo. Nous vous amenons à sa découverte dans ce programme avec son coordonnateur régional, M. Damien Twambilangana. Il est ingénieur civil en construction hydraulique, des barrages hydrauliques. M. Damien, merci de nous accorder cette interview. Bonjour. Bonjour, bonjour. C'est quoi l'ANSER? L'ANSER, c'est comme vous venez de le dire, hein, l'Agence nationale pour l'électrification et services énergétiques dans les milieux ruraux et périurbains. Donc une agence dont la mission est la promotion et le financement de l'électrification rurale. Comme vous savez, le pays, le taux d'électrification sur l'ensemble du territoire, c'est de moins de 9%. Et dans l'arrière-pays, c'est 1%. Donc finalement, l'ANSER, c'est vraiment le levier, hein, l'outil stratégique activé par le président de la République pour finalement atteindre l'arrière-pays par rapport à l'électrification. Et nous avons déjà en République démocratique du Congo l'autorité de régulation des secteurs de l'électricité qui est l'AR. Quelle est la démarcation que vous faites entre les deux structures? Non, mais l'ARE, qui d'ailleurs a été créée par la même ordonnance, hein, et l'ANSER, c'est deux structures jumelles. L'ARE, c'est l'autorité des régulations. Sa mission, c'est un peu plus sur le contrôle des prix, hein, parce que lorsque le prix du kilowattheure est fixé par un opérateur, l'ARE est censé en tout cas contrôler ces prix pour que ce soit des prix qui soient conformes aux prix standards ou des prix légaux. Au-delà de ça, c'est aussi pour vérifier un peu si les opérateurs qui viennent dans les secteurs de l'électricité sont en ordre, hein, avec tout ce qui est documents ou tout ce qui est comme démarche requise pour pouvoir devenir réellement opérateur. Donc c'est un dispositif pour l'accompagnement, pour le contrôle, hein, c'est plus ou moins ça. Par contre, l'ANSER, c'est vraiment pour l'implémentation des systèmes de production d'énergie. C'est aussi faciliter les investisseurs qui viennent, en tout cas, dans ce secteur-là. Et c'est la même question que je vous pose, encore cette différence, parce qu'il y a beaucoup de confusion avec ces agences qui peut-être ne sont pas très connues du grand public. Nous avons le secteur de l'électricité qui est libéralisé. Il y a plusieurs opérateurs. Le grand opérateur que nous connaissons qui en avait le monopole, c'était la SNEL. Est-ce que vos missions empiètent celles, par exemple, d'un opérateur aussi géant comme la SNEL, qui commercialise, qui implémente des réseaux électriques?
Non, mais il est clair qu'à l'époque, la SNEL avait le monopole. Hein. Mais maintenant, avec la libéralisation du secteur de l'électricité et l'avènement de Lancer, donc la SNEL est devenue comme toute autre société, tout autre opérateur dans le secteur. C'est comme l'ENERCA ou comme l'EDC ou toute autre société qui opère dans le secteur de l'électricité. Maintenant, la mission de Lancer, c'est accompagner en fait ces opérateurs. Hein. Ces opérateurs doivent se conformer, par exemple, à tout ce qui est requis au niveau de l'ARE. Lancer va les accompagner, faciliter en fait leur implémentation. Donc il n'y a pas de chevauchement entre Lancer et les opérateurs dans le secteur de l'électricité. Vous avez été rendu opérationnel en 2020. Il faut rappeler quand même que les décrets qui créent Lancer datent de plus de 6 ans. Donc c'est seulement avec l'avènement du président Tshisekedi que finalement la structure a été rendue opérationnelle. Vous êtes à quelle phase aujourd'hui? Après votre opérationnalisation, les animateurs ont été nommés, un conseil d'administration, une direction générale, tous les autres animateurs. Aujourd'hui, vous êtes à quel niveau d'opérationnalisation de Lancer? Non, mais vous savez, Lancer est censé travailler beaucoup dans les zones rurales et périurbaines. Donc, on en est maintenant au déploiement dans les zones rurales. Donc, Lancer est subdivisé en 6 pôles. Hein, il y a le pôle Grand Équateur, Grand Oriental, Est, Ouest, le pôle Centre, dans le Grand Kasaï. C'est pendant dans le Grand Kasaï où je suis coordonnateur. Donc, nous avons maintenant commencé le déploiement au niveau des zones rurales, au niveau des zones périurbaines. On a commencé pour l'instant avec 2 zones, donc la zone Grand Kasaï et la zone Grand Oriental. Donc la zone Grand Kasaï, j'en suis le coordonnateur, mais nous avons aussi un autre collègue qui est déjà désigné pour le Grand Oriental. Et progressivement, les autres pôles seront implémentés. Si on a déployé maintenant les pôles, c'est parce qu'on veut devenir opérationnel. Comme j'ai dit, la mission, c'est la promotion d'électrification rurale. Il y a des challenges à atteindre. D'ici 2024, nous voulons atteindre 30%. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on était à 9%. D'ici 2030, nous voulons atteindre 30%. Donc ce déploiement permettra effectivement d'augmenter progressivement le taux d'électrification. Et vous êtes coordonnateur pour la région du Grand Kasaï, donc vous gérez un très grand espace avec au moins 5 provinces. Exact. Vous avez fait des missions de terrain pour identifier des sites. Quel a été votre premier constat, votre première impression? En fait, les gens que vous avez rencontrés, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Les autorités locales de ces différentes provinces, quelles ont été leurs premières impressions, leurs premiers besoins qu'ils vous ont exprimés en termes d'électrification des zones rurales et périurbaines? Oui, mais de toute façon, la première impression que moi j'ai eue après le tour, parce qu'on a circulé dans plusieurs territoires du Grand Kasaï, la première impression est que moi j'étais assez impressionné par le potentiel hydroélectrique, hein, sans parler du solaire. Le potentiel hydroélectrique dans le Grand Kasaï est énorme, c'est énorme. Et je me suis posé quand même des questions de savoir qu'est-ce qui fait que, voilà, ça fait 50 ans, plus de 50 ans, que nous sommes quand même, tout le monde, enfin au niveau de l'État, il y a toujours des projets d'implémentation des systèmes de production de l'énergie. Et depuis 50 ans, nous ne sommes qu'à 9%. Je me suis quand même posé toutes ces questions. Et après ce tour, je me suis dit que tiens, mais en réalité, aujourd'hui, il est quand même possible de pouvoir avancer avec l'électrification. J'ai toujours dit qu'il y a 3 raisons peut-être qui bloquaient le développement de l'électrification. La première, c'était la volonté politique. Hier, il n'y avait vraiment pas de volonté politique. Surtout, je parle de la zone Grand Kasaï particulièrement, où je suis coordonnateur. Il n'y avait pas de volonté pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de volonté parce que nous avons un président de la République qui est très déterminé. Lancer, c'est vraiment un levier stratégique qu'il a mis en place pour pouvoir électrifier l'arrière-pays. La deuxième chose, c'était en fait les moyens financiers. Hein. On a toujours souffert des moyens financiers, mais aujourd'hui, on ne peut pas considérer qu'on a des problèmes financiers parce que depuis plus de 20 ans, plusieurs montages, plusieurs types de montages financiers ont apparu en fait dans différentes transactions, tractations dans le monde. Par exemple, tout ce qui est partenariat public-privé, le BOT par exemple, un investisseur peut venir dans un contexte de libéralisation du secteur de l'électricité, il peut investir lui-même de A à Z, il construit la centrale, il fait les lignes, il vend et récupère tout ce qu'il a investi et après un certain temps, il rétrocède. Troisième élément, c'est les Kasaïens eux-mêmes et c'est là que je viens à votre question, c'est les Kasaïens eux-mêmes en fait qui, à un moment donné, n'ont pas pu émettre sur la même longueur d'onde. Alors aujourd'hui, nous avons tous vu les conséquences dramatiques du déficit de l'énergie dans la région. Donc il est temps en tout cas que les Kasaïens puissent
se décider de mettre sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire, pour des structures comme nous qui arrivons, il faut un soutien. Il faut que les Kassaïens y aillent. Il faut y croire et avancer. Maintenant, pour les impressions des personnes que nous avons rencontrées, tout le monde attend l'énergie. La réalité est que l'énergie a paupérisé en fait ce pays. Et je disais encore à quelqu'un hier que toutes les conséquences aujourd'hui de paupérisation créées par le manque d'énergie, c'est un drame humanitaire qui est similaire par exemple à celui qu'on a vu à Goma. Vous avez vu à Goma, il y a eu le volcan, drame humanitaire, ça mobilisait de manière urgente différentes personnalités. Je pense que ça doit être avec la même urgence qu'il faut aujourd'hui répondre au drame humanitaire créé par ce déficit énergétique. Nous ne savons même pas décrire en fait le degré de pauvreté créé par ça. Je le vis, j'ai palpé ça en fait entre les mains. Et s'il faut commencer dans la région du Grand Kassai, où vous êtes coordonnateur, c'est par où il faudra commencer au fait, à construire des micro-barrages, des centrales solaires. Qu'est-ce qu'il faut faire en premier lieu? Non, mais moi, par exemple, dans le plan stratégique qu'on a eu à échanger au niveau de la centrale, déjà la première chose, c'est électrifier les bureaux administratifs. Le Grand Kassai compte 26 bureaux, 26 territoires en fait. Et vous savez, ces territoires n'ont pas d'énergie, ils n'ont pas d'ordinateur, ils sont totalement découpés de la hiérarchie. Ils ne savent pas faire régulièrement leur rapport au niveau de la hiérarchie. Et nous, on a besoin d'avoir des contacts permanents avec eux. Pourquoi? Parce que nous parlons électrification rurale, mais nous parlons aussi service énergétique, qui veut dire développement rural. Ça veut dire tous les off-takers, tout ce qui est outil qui consommera de l'énergie, l'eau potable, les écoles, les industries et tout ça. Donc ce sont deux choses qui doivent avancer au même moment. Et donc vous avez dit qu'il faut commencer par électrifier les bureaux administratifs. Bureaux administratifs. Alors, est-ce que ça n'a pas un impact direct sur la vie de la population? Oui, oui, oui. Alors, je parle justement des investissements qui touchent directement au vécu quotidien de la population. Qu'est-ce qu'il faudra faire en premier lieu? C'est vrai que vous avez dit que le potentiel est énorme. Enfin, les possibilités de montage financier sont aussi plusieurs. Mais aujourd'hui, dans les conditions qui sont les nôtres, avec les moyens qui sont disponibles, vous êtes une structure de l'État. Si vous devriez faire des propositions, par exemple pour le Kassai oriental, il faudrait commencer par où? Oui, donc j'étais en train de poursuivre en fait dans le plan. Si nous n'avons pas les bureaux administratifs qui ne sont pas opérationnels, c'est aussi très difficile d'implémenter les autres projets. Pourquoi? Parce que lorsque les bureaux administratifs sont équipés, ça nous permet d'avoir facilement des données. Parce que pour implémenter des centrales, qu'elles soient solaires, hydroélectriques ou à biomasse, on a besoin d'avoir des données, on a besoin d'avoir des informations de manière régulière. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, maintenant, nous misons sur toute... On n'a pas de barrière en termes de technologie. Nous visons des mini-centrales hydroélectriques, nous visons des centrales solaires et nous visons des centrales à biomasse. Parce que c'est pour cela que nous sommes d'ailleurs en train de travailler sur ce qu'on appelle le plan local d'électrification. Chaque territoire aura son plan local d'électrification. Chaque territoire diffère de l'autre. Si nous sommes à Miabi par exemple, à côté il y a la Loubi, mais si vous êtes peut-être quelque part dans un autre territoire, il n'y a pas un cours d'eau, on n'aura pas la même politique que celle qu'on aura de l'autre côté à Miabi. Donc c'est juste pour dire que nous allons implémenter en même temps les trois types d'énergie. Là par exemple je vous annonce effectivement que dans les 3 semaines qui arrivent, nous recevons évidemment dans le Grand Kassai un partenaire technique et financier avec lequel on a travaillé pendant plusieurs jours. Ils viennent avec une nouvelle technologie en hydroélectricité, c'est des micro-centrales hydroélectriques. En même temps, je vous annonce aussi qu'ici en Mbuji-Mayi, déjà le mois prochain, il y aura l'implémentation d'une grande centrale solaire de 35 MW. Vous voyez que ça va de manière parallèle. En même temps, je vous annonce que c'est d'ailleurs une des raisons de ma venue ici en Mbuji-Mayi pour rencontrer la gouverneure, parce qu'on a déjà on a identifié des sites à Kabiakamwanga sur la Loubi pour commencer des études pour une micro-centrale hydroélectrique, et puis il y aura une centrale solaire à Kenakuna au même moment. Donc, il arrivera des moments où on commence par le solaire, en attendant qu'on soit en train de construire les microcentrales. Une centrale solaire, on peut vous la construire en 1 mois maximum. Mais une centrale hydroélectrique, on prend un peu plus de temps. Donc on aura à faire une sorte de bouquet énergétique pour chaque territoire, et ce ne sera pas la même chose. Parlons du fonds Mwinda. D'ailleurs, en parlant du fonds Mwinda, on va certainement parler aussi du financement de tous ces projets, de tous ces plans que vous êtes en train de concocter. Déjà, où trouver les financements? Est-ce que c'est l'État qui finance les projets que vous faites?
vous contactez, vous avez parlé tout à l'heure de partenaires techniques et financiers, c'est comment la procédure? Et enfin, le fonds Mwinda que vous avez lancé, je crois que c'était déjà l'année dernière, à la fin de l'année dernière. Exactement. En quoi consiste-t-il et comment va-t-il se déployer sur table? Déjà pour les financements, tout à l'heure j'ai dit que l'ANSER c'était un outil pour la promotion de l'électrification et pour le financement aussi de l'énergie. Nous sommes aussi un fonds, ANSER c'est aussi un fonds au sein duquel il y a aussi d'autres petits fonds. Alors, quelles sont les ressources financières de l'ANSER de manière à financer évidemment tous ces projets? D'une part, il y a une dotation de l'État. Au départ, il y a une dotation de l'État. D'ailleurs, elle est prévue être de 500 millions de dollars chaque année. C'est d'ailleurs pour cela que le chef de l'État a dû injecter déjà 5 millions tout en encourageant le gouvernement à disponibiliser les 10% de ce montant de la dotation de l'État. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, il y a les bailleurs de fonds internationaux, c'est-à-dire nous avons la Banque mondiale, le PNUD, ce sont des structures qui sont en partenariat avec ANSER et il y a des projets qui sont aussi financés en collaboration avec eux. Dans 2 mois, les travaux vont commencer à Nganza, à Kananga, avec la petite centrale. Il y avait une petite centrale là-bas implémentée par un compatriote à nous. Mais on va tout raser en fait et implémenter une nouvelle centrale moderne. Et cela commence dans 2 mois parce que ça c'est le PNUD par exemple. C'est le PNUD qui vient appuyer cela en collaboration avec ANSER. Alors une troisième possibilité, c'est que nous avons droit à des redevances. Par exemple, nous allons commencer à percevoir un petit pourcentage sur tout ce qui est consommation de l'électricité. Sur chaque facture de la SNEL, on aura un pourcentage, chaque facture de l'ERK, de l'EDC et tout ça. Au-delà de ça, il y a aussi les produits pétroliers, il y a aussi le crédit carbone, il y a plusieurs produits qui permettent à ce qu'on prélève un pourcentage pour alimenter en fait le fonds. Ce qui fait qu'effectivement, au moment où tout cela est opérationnel, on a en tout cas une masse financière qui nous permet de pouvoir investir dans l'électrification rurale. Et quand est-ce que tout cela sera opérationnel? Le temps n'attend pas? Non, mais déjà, c'est opérationnel parce qu'on a le fonds Mwinda. On en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, dans le fonds Mwinda, nous avons déjà un certain montant. On a déjà commencé à implémenter. Je pense que vous avez suivi déjà la semaine passée, le directeur général de l'ANSER, M. Idesbald Chenamoula, a signé des bons de commande auprès de 3 sociétés locales pour fournir des kits solaires pour au moins 3000 ménages. C'est déjà opérationnel parce que le fonds Mwinda existe et il est opérationnel. Je vous ai dit que... L'aspect de ma question, c'est autour du fonds Mwinda. Oui. C'est quoi le fonds Mwinda? Non, mais le fonds Mwinda, c'est un levier financier pour accélérer l'électrification rurale. Avec ce fonds-là, en fait, effectivement, nous allons l'utiliser pour électrifier les ménages. Vous savez, ce qui se passe, c'est que très souvent, quand les opérateurs économiques viennent dans ce secteur, ils préfèrent être dans des zones où la demande est solvable. C'est-à-dire, ils vendent leur kilowattheure à 40 centimes, les gens peuvent payer. Et la facture est 50 $, et les gens peuvent payer, ça les intéresse parce qu'ils ont une rentabilité qui est confirmée. Or, nous, les zones qui nous intéressent, c'est des zones rurales où, généralement, les ménages n'ont pas de pouvoir d'achat. Le fonds Mwinda vient intervenir en ce moment-là parce que vous allez fixer, par exemple, votre kilowattheure à 20 centimes, alors que la population a une capacité de payer que 10 centimes. Le fonds Mwinda vient suppléer le reste. C'est pour permettre à l'opérateur économique de rester là. Ça permet à la population d'avoir de l'énergie et évidemment, ça nous permet à nous d'atteindre aussi nos objectifs en termes d'accès, en tout cas, des ménages à l'électrification. Monsieur Damien, il y a cette préoccupation qui est particulière à la province du Kasaï oriental, qui dispose d'une centrale hydroélectrique, la centrale de Tchala, qui a vieilli, dont les machines sont en très mauvais état, qui ne permet plus d'alimenter les Fusques Lamiba correctement ou de desservir les quelques abonnés qui sont, en tout cas, clients à la CNRK. Est-ce que dans votre prospection, au cours des enquêtes que vous avez menées, vous êtes intéressé à cette centrale pour probablement envisager des solutions? Oui, mais nous avons été 2 fois à cette centrale, nous avons pris le temps même de travailler techniquement avec le conseil exécutif, le conseil de gestion de l'ENERCA. Pour le Kasaï oriental, Tchala reste la priorité et l'urgence. Parce que le peu d'électricité hydro que nous avons à Mbujimaï, c'est ENERK. Et ENERK aujourd'hui, Tchala ne produit que 3,2. Aujourd'hui, ils ont fait un effort. Ils sont aujourd'hui à 4,8, je pense. Et ils continuent à faire vraiment des efforts, bricoler un peu, mais pour essayer quand même de donner un peu plus de puissance. Ça veut dire que si on essaie de remonter la capacité de Tchala, ça va soulager énormément la région du Kasaï oriental. Donc l'urgence, c'est Tchala. Maintenant, l'avantage avec Tchala, c'est quoi? C'est que les installations existent.
Il n'est pas question de construire un nouveau barrage, pas de canal d'amener, pas de déversoir. Il est juste question de remplacer des machines. Quand vous regardez, vous savez, Tchala, c'est 3 centrales qui sont dedans, Lubulangui 1, Lubulangui 2 et Lubulangui et Tchala 1. Alors dans Lubulangui 1, il y a 4 machines, évidemment, il faut essayer de remplacer. Hein? Mais dans Lubulangui 2, les machines sont bonnes, surtout les turbines, on peut peut-être juste changer les alternateurs. Ce sont des turbines qui sont récentes, elles sont de 2002, elles sont récentes, elles n'ont presque jamais été utilisées. Donc il est juste que le problème là-bas, c'est un problème mécanique. Vous avez l'alternateur qui est horizontal et la turbine verticale, et ça posait un problème mécanique, c'est qui a abîmé en fait les installations. Maintenant, il faut tout simplement garder les mêmes turbines et aligner sur le même axe avec l'alternateur et améliorer. Donc on sait porter la capacité de Tchala jusqu'à 20 MW et même mieux parce que Tchala 1 lui-même est dimensionné par rapport au petit canal qui peut être encore agrandi pour augmenter davantage les capacités. Je vous dis sincèrement, avec 20 millions de dollars, nous avons réaménagé tout Tchala et nous avons même consolidé le réseau. Hein? Et moi, je me suis posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe depuis tout ce temps? Qu'est-ce qui se passe? Je continue à investiguer pour comprendre quoi, mais je ne reste pas dans l'investigation. Au niveau d'Anser, nous avons déjà commencé à entreprendre certaines démarches, même à créer des lobbying à différents niveaux pour que Tchala soit une priorité. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont intéressés à Tchala et aujourd'hui, l'ENERCA et l'AMIBA sont très ouverts à des joint ventures et je suis très confiant que dans les jours à venir, il y aurait, si ce n'est pas un joint venture, nous sommes en train de faire en tout cas un lobbying pour que l'État congolais, pourquoi pas, puisse mettre la main dans les trésors publics, prenne les 20 millions et investisse dans Tchala. Tout à l'heure, je vous disais que le drame humanitaire causé par ce déficit est semblable à celui de Goma. Donc la même urgence avec laquelle nous sommes allés à Goma, la même urgence avec laquelle on a débloqué des moyens financiers, des millions pour Goma, devrait être la même urgence avec laquelle on doit traiter la question Tchala pour le Kasaï oriental. Une autre question, c'est qu'il y a le courant la ligne électrique haute tension de la SNEL qui passe quand même pas loin d'ici, à Monolitou, ou encore au Kasaï central. Est-ce que vous n'avez pas aussi envisagé au niveau de l'Anser, parce qu'elle traverse des zones périurbaines, des zones rurales tout court, vous n'avez pas envisagé d'installer par exemple de cabines pour desservir ne fût-ce que les zones traversées par cette ligne. Oui, on appelle ça le soutirage. Donc, effectivement. Voilà, c'est l'expression que j'ai cherchée. Voilà, c'est le soutirage. Cela, on a fait des réunions à Anser avec ABB, qui est la société en fait qui a une expertise avérée dans le domaine de soutirage. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on n'exclut aucune technologie. Nous parlons des microcentrales, on parle de solaire, biomasse, mais nous parlons aussi du soutirage ou même d'extension de réseau. Et ce projet existe. Bon, maintenant, mon avis à moi personnellement, après avoir analysé un peu le dossier, le soutirage au niveau de Tchimboulou, par exemple, va coûter plus ou moins 400 millions de dollars. 400 millions de dollars, mais oui, c'est pour soutirer plus ou moins 200 mégawatts. C'est quand même beaucoup, mais 400 millions, c'est aussi beaucoup. Maintenant, c'est une décision politique. Techniquement, c'est faisable. On va installer une cabine qui est là, on fait le soutirage. La technologie, aujourd'hui, elle est connue, elle est maîtrisée aujourd'hui. Maintenant, 400 millions de dollars, moi, personnellement, politiquement, si je dois faire une proposition, c'est de dire que s'il faut faire un soutirage qui coûte 400 millions ou implémenter plusieurs centrales avec 400 millions, moi, je pense que la priorité, pour moi, serait d'implémenter plusieurs centrales décentralisées, que faire du soutirage la priorité. Mais sinon, c'est une technologie qui est maîtrisée et c'est un projet qui reste toujours d'actualité. Je vais vous poser une question que l'on se pose souvent dans la région. Bon, peut-être ailleurs, on va la poser autrement. Mais ici, les gens sont un peu fatigués par ces va-et-vient des potentiels investisseurs, des responsables de l'État qui viennent avec des beaux discours, avec des plans bien concoctés depuis Kinshasa. Mais à l'arrivée, rien de concret ne s'est fait sous le temps. N'avez-vous pas peur de tomber dans cette situation qu'à un certain moment que les gens se disent, ils sont comme tout le monde, ces gens, ils sont payés grassement par l'État et après ils ne foutent rien pour nous. Enfin, je prends vraiment les expressions
qui sont utilisés assez régulièrement dans la population. Comme j'ai dit, ailleurs on ne poserait pas cette question parce que peut-être il y a quelques projets qui se concrétisent, notamment dans les secteurs de l'électricité, mais ici particulièrement où le besoin se pose avec acuité, les gens ont trop attendu. Est-ce que Anser va se démarquer de ces clichés? Je voudrais bien le confirmer, mais il ne sera pas seul si Anser a vraiment l'appui du peuple, de la population. Cela va se concrétiser. Je voudrais rappeler que Anser, vous l'avez dit déjà au départ, que n'existe que depuis une année. Et regardez, une année après, nous sommes déployés sur les terrains. Je voudrais ouvrir une parenthèse sur ma propre personne, c'est-à-dire que moi j'accepte de quitter tout le petit luxe, toute ma petite vie d'ailleurs, je quitte Kinshasa, je viens habiter le Kasaï. J'habite maintenant le Kasaï depuis une semaine, 2 semaines plutôt, j'habite au Kasaï et je suis venu porter cette vision de Lancer. Vous êtes installé dans la durée? J'ai déménagé, j'ai ramené toutes mes affaires. J'habite aujourd'hui Kananga, c'est là que se trouve notre bureau, c'est pour toute la région du Grand Kasaï. J'ai déménagé, quand j'ai déménagé, ça veut dire que si vous m'aviez vu venir à l'aéroport, j'ai ramené toute ma vie ici. Donc je vais m'installer ici pour porter la vision de Lancer et celle du chef de l'État. Ça c'est par rapport à ma personne pour montrer qu'effectivement il y a une motivation et une détermination. Et on devait déjà être déployé depuis le mois de janvier, mais tout ce temps nous avons traîné à Kinshasa parce qu'effectivement il fallait mûrir des projets. Il fallait que les choses arrivent à maturité pour que finalement qu'on soit déployé et que nous devenions rapidement opérationnels. Et je vous ai annoncé tout à l'heure ce qui va arriver dans les jours à venir. C'est juste pour confirmer que nous ne sommes pas venus dans l'esprit de faire la politique. On est venu dans l'esprit de répondre aux besoins de la population et c'est ça qui a d'ailleurs justifié qu'on vienne bien avant parce que nous avons palpé du doigt cette souffrance. Tout à l'heure, je viens de faire une simulation entre le drame humanitaire tel qu'on l'a vécu à Goma et le drame humanitaire tel que vécu ici, mais de manière permanente et depuis des années. On en est conscient. Et je dois rassurer en tout cas les compatriotes qui nous suivent que nous sommes déterminés à changer les choses. Nous avons des objectifs à atteindre et nous allons les atteindre. Mais nous avons besoin d'être soutenus par le peuple, par les politiques. J'apprécie beaucoup l'accueil qu'on a déjà eu au niveau du Kasaï central avec le gouverneur, qui nous a très bien accueillis, qui est ouvert et qui nous a facilité d'ailleurs la tâche. C'est lui qui nous a donné l'immeuble où nous allons implémenter nos bureaux. Nous avons été très bien accueillis ici par madame la gouverneure du Kasaï oriental, qui est très ouverte et qui nous a rassurés. Et après, Mbujima, j'irai dans le Lomami, Kasaï, à Chikapa et puis dans le Sankourou pour aussi rencontrer les autorités, les informer que je suis là et que va devenir opérationnel. Bref, nous sommes déterminés vraiment à relever les défis. Il ne faut pas que les gens restent dans l'attitude de dire « bon, ils sont arrivés, on les regarde, on va voir ce qu'ils vont faire ». Non, ça devient de la sorcellerie. Il faut que les gens se disent « tiens, ils sont là », qu'ils viennent vers nous, nous dire « qu'est-ce qu'on peut faire pour que votre mission réussisse ». Et sincèrement, ça va aller de l'avant. Je vous ai dit tout à l'heure, il y avait 3 choses qui bloquaient l'électrification. Volonté politique, il n'y a pas ce problème. Il y a la volonté politique et d'ailleurs particulièrement le chef de l'État, c'est un fils de ces terroirs. Donc il y a de la volonté politique. Deuxièmement, on a parlé des moyens financiers, ça ne peut plus se poser. Je vous dis qu'à mon bureau, moi, pour le Grand Kasaï, aujourd'hui, j'ai une dizaine d'investisseurs qui se bousculent la porte du Grand Kasaï. Il y a d'énormes intérêts dans le Grand Kasaï, mais les fils du Kasaï eux-mêmes ignorent ça. Pour terminer cet entretien, M. Damien Touambilangana, l'ambition, vous avez dit, c'est d'ici 2024, atteindre les 30% d'électrification de la RDC. Est-ce que vous n'êtes pas, l'ambition n'est pas trop grande par rapport, parce que nous sommes déjà à mi-2021, 2024 c'est dans une année et demie. Est-ce que cette ambition n'est pas trop grande? Non, mais c'est recommandé. Il faut toujours viser très haut. Il faut viser très haut. La réalité est que ce n'est pas impossible. Je peux même vous faire la petite démonstration. Ce n'est pas du tout impossible. Vous savez, aujourd'hui, sur le potentiel hydroélectrique de 100 000 MW que compte le pays, bien que les besoins sur l'ensemble du territoire, en réalité, ne dépasseraient pas les 26 000 MW, il n'y a que 1764 MW sur l'ensemble du territoire congolais.
C'est ça qui représente le fameux 9% et consort, si pas peu. Alors si vous prenez maintenant 30%, si on doit passer de 9 à 30%, c'est-à-dire dans les 3 ans qui suivent, nous devons arriver à produire 3000 mégawatts. Hein, plus ou moins 3600 ou 3500 mégawatts dans les 3 ans qui arrivent. Alors je voudrais vous donner un exemple ici dans le Kasaï oriental. Vous savez, il existe une centrale hydroélectrique sur Tubi-Tubidji, sur la rivière Loubi. Tubi-Tubidji, la Sassim. voilà, la Sassim. Cette centrale a été construite en 18 mois. Elle te produit 12 mégawatts. Mais avant cette centrale de Tubi-Tubidji, il y a une centrale de Movo qui avait été construite en moins d'une année. Elle produit 5 mégawatts. Bien qu'elle a un problème technique, pendant la saison sèche, il n'y a pas d'eau, donc ça bloque. Mais elle a été construite en moins d'une année. C'est-à-dire, si nous devons distribuer, par exemple, dire que 3500 MW, on le divise par le nombre de provinces, donc il faudrait qu'on donne à chaque province 152 MW d'ici 2024. Et 152 MW, prenons la région, par exemple, du Kasaï oriental, Tubi-Tubidji 10 MW. Donc, si nous multiplions les différentes technologies au même moment, c'est possible. Je vous donne une information. 152 MW pour le Kasaï oriental d'ici 2024, c'est possible. Une information, je vous ai dit qu'il y a au moins 10 entrepreneurs, 10 investisseurs qui toquent à nos portes. Je vous donne le cas d'un seul. Il vient et nous dit, écoutez, moi j'ai envie d'implémenter 300 MW en solaire. Et le projet pilote pour moi, c'est 50 MW en solaire. Beaucoup de gens ont peur du solaire, ils disent que c'est pas... nous aussi on était frileux, mais aujourd'hui, les technologies ont poussé, le solaire fonctionne. 50 MW, dit-il que c'est un projet pilote. Ça veut dire on va mettre 50 MW ici, 50 là-bas, mais on aura les 200 MW. Je vous dis, pour une centrale solaire, en un mois, on l'a. Hein? Donc en 10 mois, on peut installer 10 centrales solaires de 50 MW. Comptez aussi avec les difficultés d'acheminement de matériel. On est dans une zone quand même enclavée, au centre du pays. Oui, mais moi j'ai fait la route. Hein. J'ai fait la route quand même partout où je suis passé. J'ai fait la route, elle est très mauvaise, mais j'ai vu des camions passer. Donc il est possible de faire des forcings. Hein. Il est possible de faire des forcings parce que quoi, si c'est une centrale solaire, ce sont des panneaux hein, qu'on peut mettre dans un camion. C'est pas tellement ça. Aujourd'hui, nous avons aussi serveurs. Enfin, je fais la pub un peu. Ces serveurs ça marche. Il y a moyen d'acheminer par avion. Il y a moyen d'acheminer aussi par train avec Moneditou qui aujourd'hui fonctionne. Donc je pense que la question logistique ne se pose pas tellement. C'est difficile, mais c'est faisable. Monsieur Damien Tombilangana, je rappelle que vous êtes coordonnateur régional de l'ANSER, l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain. Merci de nous avoir accordé cet entretien qui nous a permis, nous et ceux qui vont regarder bien sûr cette émission, de comprendre l'émission et la politique au niveau de cette agence gouvernementale. Non, merci à vous. Hein. Je profite pour lancer un message à tous les frères et sœurs du Grand Kasaï. Hein. J'annonce notre arrivée très bientôt dans le Sankourou, dans la Lomami et puis dans le Kasaï, à Tchekapa, après les 2 provinces du Kasaï oriental et central. Et nous lançons vraiment le message à nos compatriotes qu'ils puissent faire confiance, nous soutenir, nous faciliter la tâche. Et je lance aussi un message aux autorités politiques de nous faciliter la tâche. Nous sommes déterminés à le faire et Dieu aidant, nous allons le faire. Merci. Merci à vous.